Madame Charlotte Rampling, ici présente, Charlotte, qui nous fait l'honneur de venir à l'industrie du rêve et dont le témoignage va être donc recueilli par Michel Simon, grand critique de cinéma, directeur de Positif, auquel vous devez tous vous abonner. Voilà, donc je vous propose de vous installer, Michel et Charlotte. Une chaise, préférablement. Oui. Voilà, il y a une chaise ici, je me mets là. Voilà, bonjour. Je suis très, très honoré de m'entretenir avec Charlotte Rampling. Si. Depuis Zardoz, en fait. On s'est rencontrés à l'époque avec John Boorman à Paris, puisqu'elle était dans ce film de Boorman de science-fiction Zardoz en 73, je crois, 72, 73. Oui. En tout cas, comme le thème aujourd'hui des rencontres, c'est l'Angleterre, on va bien sûr commencer par parler de cela, dans la mesure où, effectivement, Charlotte est un trait d'union idéal entre l'Angleterre et la France, mais elle a aussi une carrière italienne et une carrière américaine, donc c'est une star cosmopolite. Dans mon esprit, c'est un adjectif très, très positif d'être cosmopolite. C'est peut-être pas prévu aujourd'hui dans le programme de beaucoup de gens, mais pour moi, c'est important. Alors, oui, Charlotte, je crois que vous avez dit un jour que vous étiez comme ce que disait Iris Murdoch, qui était irlandaise et française. Elle était en France et en Irlande, que vous étiez au milieu de la Manche, de l'English Channel. On l'appelle l'English Channel, c'est une appropriation abusive, puisque c'est aussi le French Channel. Mais en tout cas, vous étiez au-dessus. Nous, on l'appelle English Channel. Voilà, vous étiez au-dessus. Vous vous débrouillez, mais nous, c'est à nous. Alors, vous étiez au milieu du Channel. Oui. Là, il y a une forme de... Oui, il y a une forme, d'ailleurs, elle disait, Iris Murdoch, qui est un écrivain absolument magnifique, qui est vraiment hanté, comme j'aime les auteurs qui sont hantés par leur vision et par leur vécu ou leur non-vécu. Et elle disait, il y a toujours une forme de nostalgie, ou bien que je suis en Irlande, ou bien que je suis en France, ou elle habitait en France, c'est ça, hein? Oui. Aussi, oui. Et c'est un peu ça avec moi, mais peut-être c'est ce qu'on cherche inconsciemment, c'est cet au-delà de là où on est. Dans le cinéma, évidemment, on le fait, on trouve le au-delà de là où on est, parce qu'on est dans des histoires inventées, mais en les inventant, elles sont à nous, on se les approprie. Donc moi, Charlotte, je m'approprie un personnage comme si c'était à moi quand même, et je fais croire que c'est autre, mais... Voilà, en fait, je fais comme si c'était à moi. Et le vécu pareil, comme Iris Murdoch. Moi, je suis un être restless. Restless, ça veut dire... Incontrôlable. Ah non, c'est pas ça. C'est difficile à traduire, restless, qui bouge tout le temps. Qui bouge... Non, pas infatigable. Qui bouge tout le temps. Non, restless, en fait, restless, c'est sans rest. Ça veut dire que vous ne trouvez pas votre repos, qui est peut-être bien, hein? Qui est peut-être bien, parce que le repos, c'est peut-être la mort. Donc, jusqu'à la mort, on est toujours en train de chercher à ne pas être immobile, en fait. Si on est trop... qui est un petit peu idiot, parce qu'on est immobile, mais voilà. C'est... Alors, dans Swimming Pool, le film de François Ozon, qui a un titre anglais, mais qui est un film français, mais pratiquement parlé anglais, dans Swimming Pool, vous dites à un moment, vous parlez du Swinging London. Vous dites c'était formidable, le Swinging London. Alors, et ce qui est intéressant, c'est qu'un de vos derniers films, enfin, vous en faites beaucoup, donc c'est pas tout à fait un des derniers, mais un des films récents pour lequel vous avez eu le prix d'interprétation à Berlin, qui est 45 Years, 45 ans, vous vous retrouviez avec Tom Courtenay, qui lui-même était un des grands acteurs de ce Swinging London, du cinéma, du free cinéma, du renouveau du cinéma anglais. Donc,
en fait, vous avez vécu ce Swinging London sans vraiment y participer de façon importante. Vous êtes apparu dans The Knack, Palme d'Or à Cannes. Vous étiez figurante avec Jane Birkin et Jacqueline Bisset. Mais vous avez fait quelques petites interventions. Mais en fait, vous l'avez vécu plutôt que joué, ce Swinging London. Oui, en fait. Mais est-ce que c'est de là... Ça veut dire quoi, ça, Michel? Non, mais vécu plus que... Oui. Est-ce que c'est de là qu'est venu votre non-conformisme, votre fait que vous avez toujours été très indépendante dans vos choix, vous participiez d'un mouvement de contestation qui était cette extraordinaire explosion musicale, cinématographique, théâtrale, littéraire de l'Angleterre de l'époque. Vous aviez 20 ans. Oui, j'étais absolument plein dedans, oui. C'est magnifique de vivre ces moments-là. On les a vécus aussi dans différentes époques. Les jeunes ont tendance à trouver ça aussi, où ils créent des mouvements presque. Mais ce mouvement-là était vraiment créé pour nous. C'était un changement radical à tout point de vue. C'était 20 ans après la guerre et voilà, tout devait changer et tout pouvait changer parce qu'il n'y avait plus de règles qui faisaient que nos parents nous ont interdit de faire des choses. Il y avait un tel mouvement que ça bougeait vraiment vers autre chose. Bien ou pas, on ne sait pas, mais si vous surfez sur the crest of the wave, ça veut dire que vous avez le potentiel peut-être d'avoir des sensations assez extraordinaires qui sont très éphémères aussi. Parce que ce mouvement-là, qui est absolument fulgurant, comme on l'a connu ici à Paris en 68, ça crée des choses aussi qui sont parfois invivables. Mais vous n'êtes Donc, pas c'est resté. pas que bon. Mais vous n'êtes pas resté dans ce Swinging London. Vous êtes parti. Vous êtes parti pour l'Italie. Je suis parti pour l'Italie, oui. Et pourquoi alors? Ça, c'est des circonstances de ma vie qui m'ont fait partir vraiment. Il y avait une tragédie dans ma vie quand j'avais 20 ans. Et je ne voulais plus rester je voulais partir. Voilà, je voulais partir. C'était le début de my restless life. Voilà. Bon, on parlera plus tard de l'Italie, mais votre premier contact avec la France, en fait, c'était quand vous aviez 13 ans, et vous vous êtes retrouvé à Fontainebleau, parce qu'il faut dire que votre père était colonel dans l'artillerie, et comme tous les militaires, il se déplaçait tout le temps, il changeait. Vous avez, je crois, 13 déménagements en quelques années. Donc, ça doit être dur pour une petite fille de ne pas pouvoir avoir des amitiés stables. Les enfants aiment bien retrouver les copains, etc., parce que vous changez tout le temps de lieu. Et vous vous êtes retrouvé à Fontainebleau. C'est-à-dire, vous, la petite protestante, vous étiez dans une école catholique. Et comment c'était pour vous ce souvenir de la France que vous avez connu pendant 2-3 ans? C'est vrai, je me suis complètement trompée, parce que Restless ne commençait pas à 20 ans, ça commençait, comme Michel dit, à 13 ans. À 9 ans. 9 ans, oui, vous êtes resté 3-4 ans. Ou même avant, parce que la vie militaire pour les enfants, c'est vrai que c'est très... C'est 2 ans dans chaque endroit, en fait, qui n'est pas mauvais du tout, comme tout. Il y a le good side and the bad side, mais... Et la France était le good side, parce que me voilà ici toujours en France. Donc ça a dû faire quelque chose. Et ça a fait quelque chose qui a tilté en moi. Donc moi, j'étais né juste après la guerre. L'Angleterre était plutôt dévastée par la guerre. Il y avait rationing, on n'avait pas beaucoup d'argent. Il n'y avait rien de particulièrement joyeux dans l'Angleterre à cette époque-là. Et quand je suis allée à 9 ans en France, ça paraissait... Pour moi, c'était un pays, mais de merveille. C'était un pays d'une beauté absolument extraordinaire, les bâtiments, les odeurs, tout ce que représentait la culture aussi, la langue, même si je ne comprenais pas, parce que j'étais dans cette école catholique où j'étais protestante, il n'y avait pas d'anglais du tout dedans, sauf ma sœur. Donc, j'étais dans les classes pendant des mois, juste en train d'écouter, en espérant que j'allais apprendre un jour. Mais tout ça faisait que ça m'a imprégné d'une manière indélébile. Merci. Indélébile, oui, c'était vraiment ça. J'étais pris par ce pays. J'étais absolument pris par ce que ça représentait, que je ne savais pas, mais ce que ça allait représenter peut-être aussi.
Alors, il faut dire que j'ai appris aussi que votre père a été champion olympique du 400, 4 fois 100 ou 4 fois 400. J'ai pas réussi à... 4 fois 400. 4 fois 400. Oui. Aux Jeux olympiques de Berlin, les fameuses Olympiades de Hitler, il a été champion olympique. Donc, est-ce que ça vous a donné aussi une éducation physique, cet homme qui faisait de la course à pied, qui, par exemple, je me rappelle que dans Zardoz, par exemple, ce film de John Boorman qui nous a fait connaître en 72-73, vous étiez à cheval, vous étiez une merveilleuse cavalière, donc vous aviez fait de l'équitation. Très impressionné, John, je me souviens, parce que j'avais cette flamme aussi qui coulait, parce que une flamme, ils ont mis les choses avec du pétrole dessus, de l'essence, et ça coulait presque sur ma main, et puis j'arrêtais pas, et donc j'ai gagné des galons là. Alors, vous revenez à Londres et alors il y a eu cette expérience donc avec Lester. Vous avez tourné dans Georgie Girl. C'était Lynn Redgrave. Ça c'était un superbe film. Oui. Sur les années 60. C'est peut-être le seul que j'ai fait sur cette période quand on parlait des années swinging London d'une certaine façon, où je jouais cette fille absolument d'une indépendance mais totale. Et ça, elle a décidé de mener sa vie comme elle le voulait. Elle était féminisme avant le féminisme, mais beaucoup. Elle était agaçante, mais fantastique, cette fille. Ouais. Alors, elle faisait ce qu'elle voulait. Même elle a donné son bébé, parce qu'elle trouvait... donné son bébé à sa copine. Elle a dit, you have it. Moi, je n'ai rien à foutre avec un bébé. Je l'ai eu, mais bon, prends-le. C'est pas une comédie, hein, du tout. Mais alors justement, dans votre séjour, enfin pas votre séjour, oui, un peu du séjour, puisque vous étiez tout le temps par Mons et par vous vous retrouvez à Londres, donc vous faites, vous jouez avec Lester dans The Knack, vous tournez dans Georgie Girl, un rôle beaucoup plus important, un vrai rôle là, cette fois-ci. Mais moi, il y a une chose qui m'intéresserait, c'est que vous me parliez de la différence entre les comédiens britanniques et les comédiens français, parce que ce qui est étonnant, c'est évidemment l'exceptionnelle qualité des comédiens anglais, qui sont tous les metteurs en scène qui travaillent en Angleterre. Polanski en parle souvent, de la qualité des comédiens anglais, alors que les Anglais sont plutôt des gens assez répressifs, qui cachent leurs émotions, qui répriment, enfin, peut-être pas les Anglais, bien sûr, du Swinging London, mais dans la grande tradition anglaise. Oui. Est-ce que c'est pour ça qu'ils se défoulent dans le jeu, alors quand ils sont comédiens, que oui, c'est une occasion de s'exprimer? Je pense, parce qu'en fait, la représentation de l'émotion n'est pas bien. Il faut le sentir, il faut que ça vienne d'ailleurs que de le jouer. Il ne faut pas jouer l'émotion. Et les Français, peut-être, ont tendance, parce qu'ils sont plus extravertis, comme les Italiens, de le jouer. Donc ça donne parfois des résultats qui sont, je ne sais pas si bien. Mais ça c'est pas général du tout, parce que c'est. Mais ce que j'ai ressenti, ça, oui, j'ai ressenti que parce que l'anglais, on nous dit notre éducation est encore une fois évidemment très différent que les Français. On nous dit à mon époque, peut-être c'est difficile, un peu différent maintenant, de ne pas montrer nos émotions, de ne pas montrer quand on va mal, que si on va mal, on se la ferme et on fait avec. Sauf, si peut-être on est en train de vraiment avoir mal. Mais pour les choses, don't complain, they say. Never complain, never explain, just get on with life. Et c'est pas mal du tout, en fait, cette éducation, parce que ça vous fait, si vous pouvez pas complain, si vous pouvez pas vous plaindre et tout ça, si vous pouvez, you just continue, you get on with it. Et là, quand ça s'agit d'un acteur, vous avez tout ça en vous. Alors, vous avez un container avec plein de choses en vous que vous ne montrez pas vraiment, ou que vous montrez certainement pas tous les jours. Et là, pourquoi même quand on est tout petit, on a beaucoup de comédies dramatiques dans les écoles, et c'était très bon parce que les petits ils avaient aussi la possibilité de montrer ça d'une manière, je sais pas, c'est sain. Pour les Anglais, c'est sain. Pour les Français, je sais pas.
Alors vous disiez never explain, qui est une expression never complain, never explain. Vous plaignez jamais, n'expliquez jamais. C'est tout de même très différent du français, parce que le français est plus rationnel. Enfin, c'est un cliché de dire ça, mais c'est vrai. Le français aime beaucoup expliquer, etc. Et vous pensez que pour un acteur, c'est mieux. Il est obligé un petit peu, hein, vu d'où il vient le français, non? Il vient d'où? Je ne sais pas, votre histoire avec Descartes et tout ça. Et oui. Vous avez, tout doit être quand même expliqué, non? Oui, donc, un petit peu. Je sais que je schématise horriblement. Et vous allez, mais pour un acteur, c'est bien d'avoir une part de mystère alors dans ce qu'il fait. Hein? Pour un acteur, c'est bien d'avoir une part de mystère, de ne pas tout expliquer. Oui, bien sûr, bien sûr. Par exemple, dans votre travail avec les metteurs en scène, qu'est-ce que vous attendez d'un metteur en scène? Est-ce que vous attendez des... On me racontait que quand Joe Losey tournait Cérémonie secrète, Biafaro et Elizabeth Taylor voulaient absolument des explications de lui, parlaient pendant 3 heures du rôle, et Robert Mitchum, lui, il faisait un tour du pâté de maison, il arrivait, il tournait la scène sans se poser de questions sur son personnage. Est-ce que vous aimez qu'on vous explique vraiment le personnage, ou est-ce qu'au contraire... Ça, je pense que c'est très personnel. C'est pas parce que je suis anglaise ou... C'est pas une différence là par rapport à une nationalité, je pense. Ça, c'est une question de sensibilité et une question de comment on veut être surpris par un rôle. Moi, je veux être surpris par les rôles. Je veux me surprendre par les rôles. Je veux pas trop savoir. Je lis 1 fois bien, 2 fois bien le scénario. Je vois que c'est quelque chose que je veux faire. Et j'aurais aimé ne plus le lire du tout. Mais bon, il faut apprendre un peu les mots. Mais j'apprends très, très vite les mots, si je peux. Et après, j'essaie même de l'oublier, parce que pour moi, l'appui important pour faire du cinéma, ça, c'est évidemment pas du théâtre, du cinéma, c'est de le faire comme si je vous parle là maintenant. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de me dire, mais je sais que je le dis parce que ça vient dans ma tête de vous parler comme ça. Et au cinéma, c'est pas mal aussi, ça. Hein, d'avoir cette forme de non-préparation. Je trouve que c'est bien. De toute façon, je le fais comme ça. Alors, on quitte un moment la France et l'Angleterre pour arriver aux États-Unis, parce que finalement, il y a 2 grandes écoles de jeu. Il y a l'école britannique, c'est-à-dire que c'est un peu le paradoxe du comédien de Diderot, c'est-à-dire on joue le rôle, simplement, on l'interprète. On a un rôle et on le joue. Et puis la méthode de Stanislavski, de Kazan, de Lee Strasberg, qui est de se plonger dans des souvenirs personnels pour essayer de retrouver... Alors c'est la fameuse anecdote du film où il y avait Laurence Olivier et Dustin Hoffman qui étaient ensemble. Et Dustin Hoffman, il courait pendant 4 heures autour du pâté de maison avant de tourner pour être complètement dans le personnage. Il jouait un personnage qui courait tout le temps. Et Laurence Olivier s'étonnait un peu de ça. Il disait, mais pourquoi simplement vous ne jouez pas? C'est-à-dire qu'il ne comprenait pas comment c'était nécessaire de faire une telle mise en condition. Est-ce que vous êtes Stanislavskienne ou est-ce que vous êtes oliviérienne? Oliviérienne, je ne peux même pas le prononcer. Tout à fait, je pense que les British, en fait, en voyant ce qui se passait avec la méthode de Stanislavski, qui est la méthode acting, que beaucoup d'acteurs américains avaient cette méthode-là, oui, c'est un... Voilà, c'est un... It's sort of like a trick. C'est comme si vous trickez yourself. Tricking veut dire si vous... Ouais, si vous essayez de... Ouais, c'est un truc. Donc, vous utilisez ce truc si vous n'avez pas d'autre chose. Mais si vous avez autre chose, c'est mieux de ne pas utiliser ça. C'est mieux utiliser de votre instinct, votre instinct profond, votre moi profond, qui peut peut-être jaillir et vous donner beaucoup plus de surprises qu'une analyse intérieure que fait Stanislavski. Beaucoup, où vous êtes... Je me souviens dans Taxi Mauve, un beau film français que j'ai fait, il y avait Edward Albert qui avait le rôle du jeune Américain qui arrive. Et lui aussi, pareil que Dustin Hoffman, il avait une grande scène avec moi qui préparait pendant des jours avant. Et je le voyais dehors, on était en Irlande en train de répéter avec lui-même. Je dis, bizarre, je dis, bon, il répétait avec lui-même, moi je n'étais pas là et tout ça. Et quand le jour arrivait, il était dans un tel état d'angoisse et j'imagine de ça, qu'il a eu une très haute fièvre et il n'a pas pu faire la scène. Il fallait qu'il aille se reposer un jour.
Mais alors justement, dans ce film que j'avais évoqué de Andrew Haigh, là, 45 ans, vous vous retrouvez quasiment 45 ans après avec quelqu'un du Swinging London, qui était Oui. Tom Courtenay. Est-ce que vous avez senti une différence dans votre façon tous les deux, vous êtes formidables, mais est-ce que vous avez senti une différence dans sa façon de jouer le rôle, de préparer, et la vôtre, ou au contraire, vous étiez... Parce que c'est vrai que des gens comme Albert Finney, par exemple, ont été marqués par la méthode. Les gens comme Albert Finney, dans ce free cinéma, on voit bien qu'il y a eu l'influence de Brando et de l'Actors Studio. Mais est-ce que Tom Courtenay appartenait à quel type de jeu Non, il n'appartenait pas justement à ça. Et lui aussi était très troublé au début de ça, de ce forme de naturalistic filming, où le metteur en scène vous met dans la pièce et vous êtes vous êtes naturel et vous trouvez vos pas un peu comme un chat dans la pièce où vous allez être mieux et puis après vous allez le faire la scène et il n'y a pas vraiment de répétition, il n'y a pas vraiment de structure. Et pour les 2 premiers jours, il était, mais il m'a dit après, je réalise pas à ce point-là. Et c'était dans la cuisine, le 45 Years, la scène commence dans la cuisine. Et on commençait avec ces scènes-là. Et il était assis à la table et il dit « Heureusement que j'étais assis parce que je ne pouvais presque pas bouger tellement j'avais le trac, parce que je ne comprenais pas comment faire comme vous le faisiez. » Parce qu'il dit « Moi, je fais partie de l'ancienne école et j'ai pas fait où c'était répété, tout le monde répétait. Après, on tournait quand c'était bien prêt. More old-fashioned, il a pas... Il connaissait pas ces techniques-là. Il savait pas comment... Il disait, I don't know how to be natural, he said. I said, oh, well, you're just going to have to play with me, I said. We're going to have to just play around. And he, what? But we're just going to have to pretend. You were just like, let's just pretend we're in a film. Mais pourtant... Ça a marché, il a aimé ça. Et bon, le film... Mais pourtant, je crois que vous aimez aussi en même temps les répétitions. Répéter, non? Je ne sais pas si j'aime. Non? Je fais avec si on me demande, mais je sais que je n'ai pas fait beaucoup de théâtre, en grande partie parce que, en fait, je n'aime pas du tout répéter. Alors, These are the moments of truth dans ces genres de discussions. On les sort. Voilà. Mais je crois que un jour, vous avez parlé aussi de la différence entre les acteurs anglais et les acteurs français. C'était un petit peu, et je ne vous critique pas du tout d'être critique, je disais que c'est pas pour rien que le coq est le symbole de la France, du français, parce que les acteurs anglais, plus volontiers, vont jouer un petit rôle, accepter de jouer un petit rôle. Ils sont plus... c'est le rôle qui les intéresse. Qu'est-ce que ça a à le voir français, avec il ce qu'on veut... disait que le français est plus... il veut le rôle principal, ou alors... Ah oui, ça, oui. Oui, il a... Mais ça a changé, ça. Ça a beaucoup changé dans les derniers 20 ans. Ou 15 ans. Mais parce que avant, c'était vraiment comme ça. Il y a une exception. Dans la génération de Bernard Giraudot, de Gérard Lanvin, comme ça, parce que je les ai connus, donc j'ai travaillé avec Bernard et machin, et c'était... Voilà. Mais même le coq suprême, qui est Alain Delon, il avait accepté de jouer le baron de... Il avait accepté de jouer le baron de Charlus dans Swann. Et tout le monde en parlait. Voilà. Incroyable, Delon qui prend... et il fallait Delon dans un bon rôle. Oui, en fait. Je parle pas du coup. C'était petit. Attention. Et peut-être, Non, attention. Delon est un immense acteur. Pendant 15 ans, il a été un des plus grands acteurs au monde. Mais je parlais de l'époque de L'amour de Swann. On disait... Oui. Alors donc, reprenons le cours de votre vie, de votre carrière, si je n'aime pas le mot carrière, mais vous partez en Italie. Oui. Voilà, et vous avez évoqué que vous ne vouliez plus vivre à Londres, mais vous tournez avec Gianfranco Mingozzi, Sequestro di Persona, déjà sur les kidnappings, etc. Et puis ensuite, il y a la rencontre avec Visconti. Oui. Donc ça a été, je crois, quelque chose de très, très important dans votre vie. En fait, je ne sais pas que je voulais partir, mais je voulais quitter l'Angleterre. Pas seulement parce que j'avais quelque chose de personnel très douloureuse, mais je sentais que je faisais partie de l'Europe. Pas du monde, pas l'Amérique, mais de l'Europe. Je me sentais, je sais pas, j'avais vraiment une sensation européenne très très jeune en disant, je veux me mélanger si je peux
au plus grand nombre de pays qui font des films avec des différentes langues, des différentes cultures. Comme ça, je pourrais vraiment rentrer dans les pays. Pas comme juste visiter ou comme touriste, mais je pourrais vraiment connaître l'Europe à travers ma vie de cinéma. Et j'aimais beaucoup les films européens aussi, ou même pas, ou le film russe, c'est pas nécessairement l'Europe, mais ailleurs de l'Angleterre, sur le grand continent. Voilà. Et quand j'ai donc avec Mingozzi, c'est ça le springboard, c'était un peu le springboard vers ça, parce que c'était grâce à ce film et Georgie Girl que Visconti voulait me voir. Il a vu 2 films de moi. Alors comment, justement, ça a été important pour vous? Enfin, il y a aussi, parallèlement, la rencontre avec Dirk Bogarde, qui était non seulement un formidable comédien, mais aussi un très bon écrivain. Plus tard, il a écrit des romans, il a écrit des essais. Enfin, c'est quelqu'un de très cultivé, très fin. Mais les deux ont... évidemment, Visconti, c'était le maestro. C'était lui qui donnait au film, au damné, le film La caduta degli dei, la chute des dieux, en italien. Mais c'était comment ce travail? Parce que vous étiez très très jeune. Je pense que, oui, j'avais 23 ans. Je pense que ce qui se passe dans la vie des artistes, parfois on a une forme des rencontres de jeunes qui vont former votre vie, vont former votre... Pas former, mais ils vont vous mettre sur la voie de quelque chose. Et la rencontre avec Visconti et Dirk Bogarde a fait absolument ça de moi. C'était des êtres inouïs, les deux. Ils étaient élevés quelque part où je ne connaissais pas, évidemment, parce que je suis petite anglaise, j'ai pas vu ça, ou j'ai pas rencontré du tout ce genre de personnes, ce genre de glamour, ce genre d'intelligence, et ce genre, tous les deux aussi étaient homosexuels. Donc il y avait tout ce monde-là, je rencontrais pour la première fois, que je rentrais dedans, donc qui avait homosexuel, vous voulez dire. Homosexuel, oui, qui avait des visions complètement autres que voilà que ce que j'avais connu et ce que les gens que j'ai connus. Et pour moi, tous les deux sont devenus c'était mes maîtres aussi. Et ils m'adoraient. Donc il y avait un amour qui passait. Il y a une admiration qui passait. Ils m'adoraient. Donc il y avait quelque chose de très, très fort créativement qui est né à ce moment-là, pour moi. Et vous jouiez un personnage de cette femme qui devrait partir. Oui, qui devait partir et qui est partie, qui est dans les camps, oui. Et après, on me voit dans les camps avec les liens à la cabane, et c'est curieux. Hein. Oui. Ouais. Donc j'ai fait tac-tac. Mais est-ce que Visconti était... Comment ça se passait, le travail avec Visconti? Est-ce qu'il était très directif ou est-ce qu'il donnait beaucoup d'indications ou... Alors Visconti, quand je l'ai rencontré, je ne pensais pas que je pouvais tourner son film. Et je lui ai dit, parce que c'était une femme de 30 ans. Moi, j'avais 23. Et elle avait 2 enfants assez grands, 5 et 6 ans. Et je ne comprenais pas trop le scénario. C'était énorme, mal traduit. C'était un immense truc. Et je le comprenais, mais je ne connaissais pas non plus le cinéma de Visconti. J'étais assez inculte pour beaucoup de sens. Je me suis rattrapée après. Et après, et donc, je dis à Visconti, là, très comme ça, très cheeky, mais attendez, je ne peux pas jouer une femme qui n'est pas moi. Je ne peux pas jouer quelqu'un qui est plus âgé que moi et qui a des enfants. Moi, je n'ai pas des enfants. Moi, je ne peux pas jouer ce rôle. Mais pourquoi vous voulez que je joue ce rôle? Je ne comprends pas. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il a dû vraiment avoir un sort de crack pour moi. Parce que c'était trop joli, une jeune actrice qui s'est dit, mais attendez, pourquoi vous voulez dans votre film? Prenez quelqu'un d'autre. Oui, prenez quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus approprié. Parce que moi, je suis dans la vérité, il faut que je le fasse vraiment de mon cœur et que je joue avec mon cœur. Il s'est dit, oui, mais vous pouvez jouer votre cœur. Et aussi, ce que je vois là, il est derrière vos yeux, vous avez tous les âges, il dit. Quel est le problème? Il dit, where is the problem? Je dis, oui. Mais
il dit, c'est ça le cinéma, je vais vous habiller dans les robes magnifiques, je vais vous mettre dans... Et là, vous allez être sublimé et vous allez être... Voilà. Donc, il m'a expliqué un petit peu, comme si j'étais une petite enfant, comment j'allais être. Et puis, on est parti. Et puis, donc, avec moi, il était comme un maître, comme ça, comme un père, presque, on dirait. Et je jouais pour lui, comme ça. Le scène où, justement, j'implore Ingrid Thulin de me laisser aller, où elle va créer une chose pour que je... Voilà. Et bon, si je prends ce train, c'est un train qui va m'emmener dans les camps. Et je l'implore de la laisser partir. Non, c'était pas ça. Oui, de la laisser partir. De me laisser partir. Excusez-moi, mais bon, j'implore elle de laisser... C'était une scène très difficile où je devais pleurer, où je devais être très vraie. Et oui, quand il disait, mais vous n'avez pas de problème à le faire. Elle dit, si, je ne vais jamais arriver. Je dis, jamais arriver. Si. Il dit, moi, je vais être là, à côté de l'appareil, et vous allez le faire pour moi. Parce que moi, je sais que vous pouvez le faire. Vous avez tout en vous. Vous êtes une personne née, une actrice née. Elle dit plein de choses. Et vous avez tout. Vous avez la possibilité de tout faire. Et donc, je l'ai fait pour lui. Donc, pour moi, c'était un homme absolument merveilleux. Je suis même allée vivre avec lui et Helmut Berger dans sa maison parce qu'on m'a viré de mon pension. Il m'a vu avec une petite valise une journée dans le studio. Il dit, mais vous allez où par là? Et je dis, ben, j'ai plus mon... Parce que j'ai fait du bruit dans la nuit. Et puis, dans la pension, on ne voulait plus de moi. Et il dit, bon, vous allez venir avec moi. Et c'était pour une nuit. En fait, je suis restée jusqu'à la fin du tournage avec lui. Donc ça doit être dur, après une expérience comme ça, de continuer avec d'autres metteurs en scène moins... Enfin, vous avez tourné beaucoup en Italie. Il y a eu Montaldo, vous avez tourné Dommage qu'elle soit une putain avec Patrone Griffi. Oui, mais en fait, ils étaient tous comme ça en Italie. C'est pour ça que c'était un don qui m'a été donné. Pendant 10 ans, j'ai travaillé dans ces circonstances-là où il y avait il y avait un tel sens autour de la beauté, de l'amour, à l'italien. Les Italiens peuvent donner des choses extrêmement uniques par rapport à ça, uniques, je pense, par rapport à leur... parce que la beauté est en eux et dans leur pays, ils sont toujours ça, donc ils ont toujours été portés par ça. Et ils portent leurs œuvres à un niveau absolument extraordinaire. Mais quand vous tourniez cette série de films en Italie, vous habitiez l'Italie ou est-ce que vous retourniez à Londres? Non, je faisais des allers-retours. Après, alors donc, il y a effectivement le film qui vous a fait le plus connaître, plus que les damnés, c'est Portier de nuit. Oui. Mais que vous avez fait, je crois, non pas malgré Cavani, mais grâce à Dirk Bogarde. Je crois que c'est lui qui vous a imposé. C'était lui qui m'a imposé. Sinon, je l'aurais jamais fait. Parce que c'est lui qui voulait... Parce que lui, il avait le scénario depuis 4 ans de Portier de nuit. Il n'a pas voulu le faire. Et ils n'ont pas trouvé la fille aussi. Donc, ils ont abandonné le projet. Et lui, par hasard, quand il m'a rencontré, il a réalisé que c'était moi la fille. Et donc, ils ont relancé le film. Et donc, Cavani était obligé de me prendre. Elle ne devait pas être très facile. Elle? Oui. Non, c'est pas très facile. C'était Cavé Cavani. Hein? Cavé Cavani, pas Cavé Canem, Canim. Elle était assez difficile. Oui. Mais bon, j'avais Dirk, donc on était ensemble, Dirk et moi. Pas contre du tout Cavani, mais solide, quoi, solide. Mais là, c'est développé cette image de vous qui a disparu, parce que depuis, vous avez tourné énormément de films très, très différents, mais ce côté sulfureux, le côté sexuel, le côté un personnage trouble, qu'est-ce que vous ressentiez vis-à-vis de ce type de rôle? J'ai pas fait exprès. Mais il y a des choses qui vivent en nous, en fait. Il y a des choses qui vivent dans l'être. Et donc, on parle d'acteur ici, je suis une actrice. Et donc, il y a des choses qui émanent de moi, qui sèment ce trouble, oui. Donc, je le porte en moi. D'ailleurs, ce trouble,
votre maxime préférée, j'ai trouvé assez merveilleux, c'est une maxime du cardinal de Bernis, qui était un des écrivains favoris de Roger Vaillant. Il a écrit un livre sur lui, et c'est ce que vous préfériez comme maxime, c'est « Si je devais mourir, je choisirais le paradis pour son climat et l'enfer pour ses fréquentations ». Donc ça colle très bien avec vos personnages très, très sulfureux. Mais ça, c'est un peu provocateur. Parce que, bon, moi, je ne suis pas nécessairement pour l'enfer et ses fréquentations pour de vrai, mais dans le cinéma, oui. Mais moi, je vous aime beaucoup, mais franchement, si je devais être sûr de vous retrouver seulement en enfer, je crois que je n'irais pas. Je préférerais ne pas aller en enfer. Mais alors, cette enfance que finalement, vous arrivez... Et avec un autre grand metteur en scène de théâtre, mais qui faisait aussi du cinéma, c'est Patrice Chéreau. Oui. Ça, c'est une autre grande rencontre. Oui. La chair de l'orchidée, oui. qui reprend aussi un rôle de ce type. Oui, parce qu'il y avait un... Oui, en fait, c'est... Quand je disais que les moments, ça peut se faire au début d'une vie d'acteur, où il y a certaines rencontres qui vont faire que votre identité cinématographique est créée, vraiment créée. C'est pas juste vous dans les films, c'est vous qui créez à l'intérieur des films. Donc vous avez votre identité. C'est ensemble et avec le film, avec l'essence du film. Et ces trois films-là, oui, parce que la chair de l'orchidée, aussi, la fille dans chair de l'orchidée, elle pourrait être une sœur de Lucia, hein, dans Portée de nuit. C'est vraiment les êtres qui vibrent avec ces formes de destin totalement inattendues. Mais est-ce que les deux venaient du théâtre, enfin, et Chéreau et Visconti, est-ce que vous voyez dans leur travail quelque chose qui expliquait cette origine théâtrale? Moi, je pense que j'aime beaucoup même, oui, ça, parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment construit, parce que le théâtre est obligé d'être construit. Vous êtes dans un cadre, donc vous êtes obligé de construire dans un cadre défini un monde qui peut être énorme, mais il faut que ce soit construit à l'intérieur de ce monde-là. Et je trouve que c'est une fabuleuse base de tout, fabuleuse discipline. Et je suis très pour la discipline, peut-être parce que je suis né par un père militaire qui était très dans la discipline. Et je trouve tout ce qui est discipline rassurant. Je trouve ça parce qu'il y a une base de quelque chose là. Il y a une base il y a une formalité, il y a une écriture, il y a un domaine qui ne changera pas. Même si on dit ouais, mais c'est dommage que ça ne change pas. Je dis non, c'est bien. Ça ne change pas, mais nous, on peut trouver le moyen de le changer autour. Voilà, ça, c'est la différence. Dans votre travail avec d'autres comédiens, alors je sais bien que le cinéma est tourné de façon fragmentaire, on ne tourne pas toujours dans l'ordre, etc. Le montage joue un rôle considérable par rapport au théâtre où effectivement l'affrontement de deux comédiens sur scène, c'est direct et c'est comme ça. Mais néanmoins, est-ce que la confrontation avec de grands acteurs avec lesquels vous avez joué, ou actrices, je pense par exemple dans Swimming Pool avec Ludivine Sagnier, mais dans d'autres films, Top Courtenay par exemple, dans 45 ans. Et est-ce que le vis-à-vis vous stimule? Est-ce que jouer avec quelqu'un d'autre vous apporte aussi, suivant la qualité ou le talent ou le génie de l'autre comédien? Complètement, oui. Complètement. Un peu comme au tennis, c'est-à-dire on joue mieux quand on est en face de quelqu'un. Absolument, mais parfois le donner de l'acteur n'est pas à la hauteur de ce dont vous avez besoin ou ce que vous aimeriez. Donc il ne faut pas avoir non plus de jugement. Donc on fait avec toujours. Donc on n'est pas pris au dépourvu à cause de ça. Il faut être, parce qu'on est toujours en face de quelqu'un, plus ou moins. Quand on joue, on est seul aussi, mais très souvent on est en face de quelqu'un. Donc, comme vous dites, si vraiment il y a, par exemple, je me souviens quand j'ai tourné avec Michel Serrault,
il avait une réputation d'être difficile avec les femmes, et de ne pas particulièrement aimer les femmes, et actrices, et tout ça. Et je dis, ah bon. Et donc, mon challenge là, c'était justement de faire en sorte qu'il aime beaucoup tourner avec une femme. Voilà. Donc on prend toujours c'est ça que j'aime d'ailleurs, où on prend toujours la difficulté de l'autre pour justement en faire quelque chose. Alors, quand on vous propose un scénario, on vous propose de tourner dans un film, qu'est-ce qui vous retient le plus? Est-ce que c'est le scénario? Est-ce que c'est le rôle? Ou est-ce que c'est le metteur en scène? Ça peut être les trois, bien sûr, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut plus vous décider? Il faut que ce soit les trois, en fait, pour moi. Il faut, au début, c'est l'histoire. À l'intérieur de l'histoire, c'est le personnage qu'on vous propose. Est-ce que ce personnage est vraiment bien dans cette histoire? Est-ce que tout ça a un sens? Est-ce que tout ça, voilà, a une valeur? Ou est-ce que c'est juste un peu sans intérêt? Alors, si c'est vraiment sans intérêt, à ce moment-là, passons. Mais si c'est un intérêt, et le metteur en scène... il y a un metteur en scène, par exemple, connu que j'aime, et le personnage est comme ça. Donc, on peut discuter. On peut faire en sorte, avec le metteur en scène, qu'on le rend un petit peu plus intéressant. Mais il faut faire attention, parce que si l'histoire est très écrite et tenue et bien, c'est pas sûr que ça marche. Ça, j'ai essayé 1 ou 2 fois et c'était pas sûr que ça marche, parce que c'est un tout. Et donc finalement, il a coupé parce qu'on avait ajouté une scène où on avait, et puis finalement, il a dit écoute, je suis obligé parce que ça marchait pas la scène. Et je le regarde et en fait, on est revenu à la case du départ. C'était presque comme c'était. Et c'était pas très bien. Pour moi, c'était pas très bien. Ça allait pour le film. Vous voyez, donc il y a différentes articulations qui font que on peut pas trop changer les choses. C'est pas parce que c'est un bon metteur en scène qui va pouvoir améliorer le rôle dans l'écrit et le rendre mieux à l'écran. Le scénario est extrêmement important. Moi, je pense qu'on recommande, on donne des récompenses au scénario, mais on parle jamais assez du scénario. Les scénarios sont... Parce que si vous avez, par exemple, 45 Years, c'était un scénario, on n'a rien changé. C'était comme ça. C'est pour ça que ça a marché. Parce que c'était bien écrit, bien pensé, bien rythmé, et on l'a filmé. Ou Max Mon Amour, par exemple. Ou Max Mon Amour. De carrière. C'était un petit bijou, ce scénario. On n'a rien changé. Oui. Alors, vous avez tout de même passé 2 ans, je crois, au début des années 70 à Los Angeles, et ça n'a pas pris. Ça ne vous a pas convenu, ce séjour hollywoodien. Il ne vous a pas apporté ce que vous attendiez? Non, et ça m'a confirmé ce que je ressentais en moi, c'est que je suis européenne, et fondamentalement, profondément européenne. Et la culture américaine, c'est pas pour moi. C'est pas quelque chose que je peux pas adhérer aux Américains. J'ai rien. Voilà, il me parle pas. Ou il me parle pas là. Bon, bien sûr, mais pour créer avec, c'était, sauf peut-être les films indépendants, mais c'était plutôt pour les big budget films à cette époque, et c'était trop compliqué. Oui. Vous avez tourné après j'ai tourné avec 2 grands metteurs en scène. Avec Woody Allen, absolument. Évidemment, Stardust Memories, et puis avec Lumet. Oui, mais ils étaient basés à New York. Moi, voilà, je parle c'est ça. Oui, voilà, c'était pas l'épisode Los Angeles. Oui. Et Stardust Memories, où Woody Allen vous disait que vous étiez faite pour la comédie. Oui. Alors que c'est pas un film tellement comique, celui-là. Non. Et comment mais c'était? on sent quelqu'un qui est bon, même si grand tragédien, on sent l'humour, parce que c'est juste un petit touc et ça devient un humour. Hein. Et comme je suis anglaise, j'ai cet humour, self-deprecating humor, right? L'humour qui s'auto-détruit. Oui, en dérision. C'est l'autodérision qui est une arme formidable. Hein. Je pense que les Français ne connaissent pas autant que c'est une arme, ça.
parce qu'on peut vous avoir terriblement avec ça. Oui, parce que it's very clever, right? Non, c'est sûr, les Anglais sont vicieux, hein. Vraiment. On pense que c'est so nice. Vous avez remarqué que j'évoque Woody Allen facilement, ce qui ne serait plus le cas en Amérique. Si on était en Amérique, aujourd'hui, Woody Allen, il ne faut pas en parler. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est toujours vrai, oui, ça? Le puritanisme revient très fort. Et la campagne de presse contre lui est assez ignoble, puisqu'il n'y a jamais de preuve véritable. Mais en tout cas, c'était comment ce travail avec lui? Comment il travaille avec les comédiens? Avec moi, il travaillait très bien, parce que je pense qu'il était dans une bonne période aussi. Il venait, c'était dans les années début 80, et il venait il avait fait Manhattan, il avait fait Annie Hall. It was Annie Hall, Manhattan. Il venait de finir sa relation avec Diane Keaton, une collaboration très intense et il n'avait pas encore rencontré Mia Farrow. Et il me demandait, quand il m'a demandé pour le rôle, il demandait d'être sa what was it perfect? Not his perfect, hein? Non, pas sa muse, his perfect woman, was it? I can't remember what he said because on est dans l'hôtel. Hein? Well, something like that. Oui, et donc le model of a woman ou le perfect woman pour Woody Allen, évidemment, était très fêlée, très intéressante, mais vraiment fêlée. Et donc, on a eu une relation délicieuse, complètement platonique, où on jouait tout le temps à être à flirter. On flirtait tout le temps. Voilà, donc c'était charmant. N'est-ce pas? Ça, c'est the perks of this business. Et Lumet? Et Lumet, non, je ne flirtais pas avec vous. Non. Mais Lumet, oui, Lumet était un bulldozer, mais un bon bulldozer, parce qu'il répétait, lui. C'est le seul metteur en scène que j'ai connu. Comme au théâtre, il faisait. Comme au théâtre. Pendant 2 semaines, dans une salle de répétition, on venait tous, les acteurs, et on répétait nos scènes avec comme au théâtre. Et après, quand on tournait, on ne parlait pas du tout, on n'avait aucun rapport avec lui, et on faisait ce qu'on devait faire. Donc, ça, c'était des expériences indépendantes. Formidable metteur en scène. Oh. J'ai vu Network recently. Incroyable ce film, dans la télévision. Un grand cinéaste. Mais donc ça, c'était des productions plutôt new-yorkaises, indépendantes. Enfin, peut-être pas l'argent, mais... Oui, complètement. Mais lui, pour la même raison que moi, je ne voulais pas aller à Hollywood, je pense. C'est pour les... voilà, il y a des gens qui ne supportent pas ce système, c'est tout. Quand vous revenez en France, ce qui est frappant dans votre filmographie, c'est la grande indépendance par rapport à vos projets. C'est-à-dire que vous pouvez accepter de tourner dans un film très apparemment populaire, commercial, etc., qui sont des bons films, mais aussi donner leur chance à des gens qui ne sont pas connus. Ou c'est sur quoi que ces décisions que vous prenez? On en a parlé. Vous avez dit la combinaison du scénario, du rôle et de la metteur en scène. Oui, mais en plus que ça, c'est juste au feeling. C'est vraiment au feeling. Si j'avais pas envie de tourner, je tournais pas. Et puis des choses qui arrivaient pas. Moi, j'ai jamais demandé à qui que ce soit de tourner avec moi. Jamais. J'attends qu'on vienne m'inviter à danser. Vous n'écrivez pas une lettre? Je suis très fille comme ça. Vous n'avez pas une lettre? J'aimerais tellement travailler avec vous. Non? Et lettres aussi, absolument. Lettres, ça peut arriver aussi. Oui, j'ai eu des lettres, mais c'était pas pour les films que j'ai faits. Non, mais vous-même écrire une lettre à un metteur en scène, non. Pour lui dire j'aimerais beaucoup travailler avec vous. Non, j'ai jamais fait. Peut-être parce que je suis trop fière. Peut-être parce que je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Mais je sais que les gens disaient mais pourquoi si tu aimes ce metteur en scène? Et je dis écoute, c'est pas comme ça que ça va m'arriver. Voilà, c'est comme ça. Donc j'ai pas attendu parce que j'attends pas que le cinéma vienne vers moi. S'il vient pas, c'est pas grave. Mais je savais depuis très jeune qu'on me voudra toujours de moi quelque part toute ma vie. Voilà. Ah oui, c'est complètement... J'avais des doutes dans autre chose, ne vous inquiétez pas. Hein. Et parce qu'il y avait un long moment où j'ai arrêté le cinéma parce que j'étais pas très bien, etc.
Et les gens disaient, mais est-ce que tu n'as pas peur? Non, de ça, j'ai dit, de ça, je n'ai pas peur. De tout le reste, oui. Mais de ça, je n'ai pas peur. Ce serait toujours là pour moi, le cinéma. Curieux, hein? Mais alors, après cette période où vous n'avez pas tourné beaucoup, ou très peu, en tout cas, il y a la rencontre avec François Ozon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant très très longtemps, vous n'aviez jamais retourné avec quelqu'un avec qui vous aviez tourné. C'était très curieux. Oui, mais ils m'ont demandé. Hein. C'est plutôt moi qui n'ai pas voulu. Oui, vous ne vouliez pas, ça. bien sûr. Mais avec Ozon, ça a été au contraire. Je crois que vous avez joué dans 4 films. Oui. Sous le sable, évidemment, Swimming Pool, Angel, qui est un film méconnu, très beau, et puis Jeune fille, vous aviez un peu... Oui, à la fin. Comment s'est fait cette rencontre avec... C'est vrai que c'est 2 de vos plus beaux films, Swimming Pool et Sous le sable. Bah lui, voilà, on peut dire qu'il est venu dans la seconde partie de ma vie. C'est-à-dire que si on prend du premier parti, ce qui est la jeune vingtaine, où j'ai rencontré Visconti comme maître et Bogard, et après les autres. Et après, c'est parce que c'était ce moment dans la quarantaine où je suis parti un peu sous terre, voilà, pour voir un petit peu ce qui se passait sous terre. Et en émergeant, j'ai fait un film avec Akoyanis, j'ai fait un film avec Jonathan Nossiter, et je disais, je ne suis pas sûre, hein, je ne pense pas que je vais continuer dans le cinéma, tout ça, même si le cinéma, je sais que le cinéma me veut, je ne sais pas si je voudrais. Et c'est là où j'ai rencontré Ozon, c'est à travers mon agent, Elisabeth Tanner, qui aimait beaucoup Ozon. Elle avait suivi pendant 1 an. Elle nous met ensemble parce que Ozon dit, tiens, je veux faire un film d'une femme d'une cinquantaine d'années dans un maillot de bain. C'était ça qu'il a dit. Il est coquin. Il a dit, la première chose, il a dit, est-ce que ça vous gêne de mettre un maillot de bain? Et je dis, quoi? Pourquoi ça me gênerait? À votre âge, il dit. Ah. J'avais 53 ans, je ne sais pas quoi. Donc j'ai dit, voilà un beau provocateur avec un sourire, parce qu'il a un visage d'ange, ce Ozon, surtout à cet âge-là, il avait 32 ans. Et voilà, il m'a expliqué ce qu'il voulait faire, et puis on est parti. Je savais presque immédiatement que ça, c'était mon nouveau. Le nouveau qui allait m'emmener quelque part. Parce que c'est presque comme une documentaire, hein, Sous le sable. Oui. Il me suit. Il me suit dans l'absence. Il me suit pour essayer de trouver comment on fait quand on est devant une absence et une disparition. Qu'est-ce qui existe dans ce chemin-là. Oui, d'ailleurs, je crois que Cronenberg a dit de vous que vous étiez comme un fantôme, et dans Sous le sable, vous êtes avec un fantôme. Voilà. Et dans Swimming Pool, au contraire, c'est la confrontation avec... vous jouez une romancière de roman noir, un peu à la Patricia Highsmith ou à la Agatha Christie, mais qui est coincée, qui vit dans son monde à elle, qui n'a pas vraiment de contact, qui a un amant, mais qui va vivre dans sa maison du Luberon, et vous vous retrouvez avec sa fille, avec Ludivine Sagnier. Là, au contraire, c'était la confrontation par rapport au film précédent. Absolument, oui. Mais vous aimiez chez Ozon aussi cette imprévisibilité, comme vous, c'est-à-dire le fait que lui, il est pour moi le roi du naturalisme. C'est vraiment ce qui est le plus naturel au monde. Il veut parce qu'il est derrière la caméra. Hein. Donc c'est lui qui fait la photo. Oui, il fait la photo, donc il vous filme, il vous regarde, et donc vous êtes. Il veut surtout pas de répétition, surtout pas de. Il s'en fout de scénario. De mots dans le scénario, si vous vous trompez, c'est pas ça, c'est que voilà, c'est une forme de naturalisme que j'ai retrouvé avec lui, et c'est ça qui m'a reconforté, parce qu'en fait, pourquoi je voulais pas faire de cinéma, il fallait que je trouve l'étape suivante, voilà, pour moi, dans ma voyage intérieur, parce que mon voyage intérieur est ce qui m'intéresse pour le cinéma. C'est parce que on voit, évidemment, il y a un plastique qui est agréable, mais c'est surtout le voyage intérieur. Voilà. Et donc, pour avoir ce voyage intérieur, il faut avoir des metteurs en scène particuliers, comme un Ozon qui vous offre un Sous le sable et qui vous met devant un truc,
Bon, il n'y a pas d'histoire, le mari disparaît et après, rien. Voilà. Il dit, OK, bon, maintenant, on va faire le premier parti et après, on va le financer. On va trouver les financements après, quand le mari disparaît. Donc, les gens, les financiers, ils disaient, oui, mais après que le mari disparaît, il se passe quoi? On ne sait pas. Je pense qu'elle va le chercher. Donc, personne ne voulait financer ce film, et c'était les Japonais à la fin qui l'ont fait, parce que les Japonais ils pigent différemment. Et c'est pour ça que pour moi c'était idéal, parce que c'était devant un blank, c'était devant une disparition, c'était parfait pour moi. Je ne pouvais pas chercher, je ne pouvais pas trouver mieux. J'étais dans une joie absolue en faisant ce film. Alors j'ai évidemment envie aussi de vous poser peut-être une dernière question sur un metteur en scène. Après on va passer à d'autres domaines, parce que vous avez une carrière très riche et très variée. C'est Lars von Trier. Alors vous avez tourné dans un de ses plus beaux films. C'est un metteur en scène inégal. Mais Mélancolia est même un de ses grands films. Comment s'est passée cette rencontre? Comment il vous a contacté? Il me voulait pour Europa. Oui, il valait mieux Mélancolia, c'était mieux. Il valait mieux Mélancolia, je sais, mais Europa, je ne pouvais pas le faire. Je n'étais pas bien. Oh, mais vous avez refusé Lars von Trier. Je dis, ben oui, parce que je suis pas bien, j'ai pas envie de tourner ce film. Mais Lars n'a pas oublié. Et donc, il m'a demandé pour celui-là. Et c'était quoi l'expérience? Ah, c'était formidable. Il est délicieusement barge. C'est l'understatement britannique. Understatement. Voilà. On ne sait jamais ce qu'on va rencontrer chaque matin. Mais il paraît que là, pour Mélancolia, il était le mieux qu'il a été depuis très longtemps. Oui. D'ailleurs, il déteste le film, comme c'est ses meilleurs films. Oui, c'est ça. Il le déteste. Oui. Et moi, je l'ai rencontré, il m'a dit comment vous aimez ce film. Voilà. Bon. Mais il a essayé de totalement le finir à Cannes. Oui. Il a tout fait pour le détruire. Il a tout fait pour le finir à jamais, pour le tuer à jamais. Alors, Charlotte, je voudrais parler de plusieurs activités que vous avez. Par exemple, j'ai une grande admiration pour Steve McQueen. Je parle pour l'acteur, mais je parle surtout du metteur en scène de Hunger, de Shame, de 12 Years a Slave, qui a filmé pour une installation votre œil. Oui. Il a fait un court-métrage la caméra tourne autour de votre œil. Ça s'est passé comment cette rencontre? Parce que Steve McQueen, je l'ai connu à répétition, parce que Steve McQueen il pouvait presque pas parler. Il avait lui aussi, je parle de Von Trier, mais il avait, il started so much. Mais il voulait me rencontrer parce qu'il aimait Yohji Yamamoto et il voyait que je portais des vêtements de Yohji Yamamoto. Quand il était artiste, ça c'est bien avant qu'il a fait des films, Steve McQueen. J'étais à Londres et il voulait qu'on fasse quelque chose autour de Yohji Yamamoto. Donc je l'ai rencontré et chaque fois que je le rencontrais, il pouvait presque pas parler tellement, il pouvait pas sortir les mots. Bégayer. Oui, bégayer, il parlait très il sortait pas. Et j'avais beaucoup d'attachement pour lui. On se voyait de temps en temps à Londres pour faire des petits trucs. Jusqu'à qu'il dit, je veux vous emmener dans un studio pour faire quelque chose que vous voulez. Mais je ne peux pas vous dire parce qu'il faut que ce soit une surprise. Donc c'était cette histoire de l'œil. Et il dit, je veux mettre mon doigt dans votre œil et que vous ne fermez pas l'œil. Ça a marché? Oui, mais il passe son temps à faire quoi, les artistes, on se demande. Hein. Alors, je sais aussi que vous faites C'était comme ça. C'était lui, le doigt. Et il ne fallait pas que je ferme l'œil, parce que c'est une sorte de challenge. Et il était sidéré parce que je ne l'ai pas fermé. Parce qu'il arrive presque à toucher le pupille, et il ne faut pas fermer. Voilà. Donc, je suis sûr qu'il y a des gens ici qui vont être très curieux de voir ce film, qui a été montré dans une galerie qui expose les œuvres de Steve McQueen. Marianne Goodman, il est avec. Oui. Et après, quand il a fait Hunger, il m'appelle et il parlait complètement normalement. Après qu'il a fait c'était incroyable. Ça a fait que. Alors, vous faites aussi, je sais que vous faites de la peinture. Oui. Vous faites de la photographie, vous avez une exposition
de photos malheureusement, je l'ai raté à la MEP. Vous avez fait une exposition de vos photos. Vous avez été photographié par beaucoup de grands photographes, Jean-Louis Sieff, Helmut Newton, Bettina Reims, Peter Lindbergh, Jürgen Teller même qui vous a photographié nu devant des statues du Louvre. Donc là aussi, vous n'hésitez pas. Bah, ils sont tous nus au Louvre. Oui, la photo, vous en faites toujours beaucoup? Non, moins que c'est maintenant que c'est digital. Voilà, je suis comme tout le monde sur mon téléphone plus. Mais peinture, oui, ou peinture si on peut dire, mais c'est une sorte de peinture sculptée un peu. Mais là, je vais faire une exposition. Je n'ai jamais montré, et il paraît qu'il faut que je montre maintenant mes peintures. Vous avez fait un album de chansons, comme une femme? Oui. Là aussi, c'est une grande variété. Et puis, évidemment, vous avez très beau livre de souvenirs, Qui je suis, enfin un autoportrait avec Christophe Bataille. Oui. Vous avez aussi un documentaire sur vous, The Look, qui a été montré au Festival de Venise. Oui. Vous aimez changer comme ça de registre, et à chaque fois, c'est une expérience différente. Je pense que c'est un... Oui, pourquoi je fais des films divers et variés un petit peu comme ça, c'est parce que je ne me sens pas rentrer dans un carcan de quelque chose. Si quelqu'un me dit « je suis actrice », je dis oui, je fais ça, mais je fais aussi ça et ça et ça, mais ce n'est pas pour ça que je suis ça. Non, c'est que je suis. Voilà. Et qui je suis, je dis d'ailleurs le livre, quand j'ai pensé à un titre, c'est que je pense que la recherche peut-être dans une vie, c'est d'essayer à travers avec les moyens donnés, si on a un certain talent avec ces moyens donnés, c'est de pouvoir dessiner la trame de qui on est, si c'est ça. Donc, dès qu'il y a quelque chose que, j'ai fait ça, par exemple, dans les films, oh non, je ne veux pas faire une autre série, oh non, je veux faire un autre... Oh non. C'est toujours comme ça, ma réaction. Qu'est-ce que ça va m'apporter, ça? Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Pas quoi que ce soit d'autre. C'est juste pour moi, qu'est-ce que ça va m'apporter? Et peut-être c'est la seule vraie question que je me pose. Parce que honnêtement, si ça ne va pas m'apporter, si c'est juste un autre film... je préfère être chez moi et vraiment approfondir autre chose que juste faire un autre film. Parce que je sais comment faire ça, si ce n'est pas un rôle qui va me nourrir. Donc je pense qu'on se nourrit mieux soi-même ou à travers... Je ne sais pas, on peut... En tout cas, c'est ce que je pense. Et il y a une chose que je voudrais vous parler avant de terminer ce dialogue. Je voulais vous parler d'un film qui m'avait marqué à l'époque, mais que je n'ai jamais pu revoir, qu'on ne trouve nulle part, ni en DVD, ni rien. C'est un film de James Salter, le grand écrivain. Ah, je peux te le donner. Ah bon? Ouais. J'aimerais le revoir parce mais c'était difficile à trouver. Ouais. C'est très difficile à trouver. Qui est devenu un écrivain culte. Bien sûr, tout le monde connaît James Salter. C'était son seul film. C'était en 69, c'est son seul film. Ouais. C'était vous avec deux garçons dans le midi de la France. Et c'est très bizarre parce qu'à cause de la réputation de Salter, ça aurait pu tenter des distributeurs. On ne trouve pas ce film. Et même quand je l'ai appelé, parce que j'ai eu son numéro à travers un ami en Amérique, on l'a appelé, je l'ai eu, et je lui ai dit, mais toi, tu vas la voir? Il dit, non, je ne l'ai pas. Le producteur l'avait, après, je ne sais pas, je ne l'ai pas. Mais on l'a trouvé. Il est magnifique. C'est un film très beau sur la jeunesse de cette époque. Qui voyage seulement en cassette ou est-ce qu'il existe en film? Ah, ça, je ne sais pas. Non, moi, ma deuxième question pour terminer, c'est que vous avez tourné, mais surtout pour la télévision, des adaptations de Stefan Zweig, des adaptations de Joseph Roth, avec des metteurs en scène d'Europe centrale, comme Axel Corti. Et justement, je trouve qu'il y a quelque chose de l'Empire austro-hongrois, enfin, de cette culture d'Europe centrale pour vos rôles, qui vous va très bien. C'est une culture qui vous attire aussi? Oui, je les ai faits. J'ai fait ça. C'est fait, Michel. Je ne vais pas refaire juste parce que c'est austro-hongrois. Parce que c'est...
Maintenant, on va vous voir dans un film voilà. de Qu'est-ce qu'on va me voir de maintenant? Haruna Lifshitz. Alors, c'est une première parce que Oui. ce film est encore inédit. C'est un film tout à fait passionnant. Alors, ça c'est... On va voir un extrait, voilà, avec vous. Oui, Voilà, pour terminer. Merci beaucoup. Oui. Merci. Merci Michel, merci beaucoup.